Salut l'équipe, tout le monde, mais alors tout le monde parle en ce moment de la série entre le Thunder et les Spurs. Je suis donc allé demander à celui qui a un avis sur tout ce qu'il en pensait. Et voilà ce que m'a dit ChatGPT. Il y a des séries de playoffs qu'on analyse avec des statistiques. Et puis il y a celles qu'on analyse avec un mélange de peur, de fascination. Il y a un thérapeute spécialisé. D'accord. Cette série entre les Spurs et le Thunder ressemble un peu à ça. Parce qu'OKC, normalement, c'est l'équipe parfaite. La franchise que tous les general managers regardent en se disant voilà, c'est exactement ce qu'on veut faire. Des pics, du développement, des joueurs longs, des joueurs intelligents, des joueurs capables de défendre 3, parfois 4 positions, parfois même ton crédit immobilier. Genre, c'est marrant ça. Et puis, au milieu de tout ça, il y a donc Victor Wembanyama. Et honnêtement, à ce stade, je ne sais même plus si on parle d'un joueur de basket ou d'un bug dans le jeu. Heureusement que je lui ai demandé d'être marrant, ChatGPT. Comment tu prépares ça en vidéo? Bon les gars, ici la rotation est parfaite. Malheureusement, Victor a décidé de couvrir simultanément la raquette, l'aile faible, et probablement une partie du Texas. Fou rire gros. Cette équipe est a parfois plein d'énergie. Il y a un groupe de jeunes qui a oublié qu'un match peut durer aussi 48 minutes. Tu regardes certaines possessions, parfois c'est du génie, puis du chaos, puis du génie à nouveau. Un peu comme si Greg Popovich coachait une start-up sous caféine. Oh, j'ai mal à mon édito là. Mais les Spurs possèdent la chose certainement la plus dangereuse dans le sport. Un plafond que personne ne connaît encore. Et même eux, parfois, ont l'air surpris. Et c'est peut-être ça, le vrai problème d'Oklahoma en ce moment. Comment tu défends contre une équipe qui découvre elle-même ses propres pouvoirs en direct? Bon, écoute, la fin est pas trop mal, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, bien, merci ChatGPT, mais c'est pas encore que tu vas prendre mon propre taf. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first day show et on se rapproche du dénouement final. On est désormais en finale de conférence, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Avec moi pour débriefer cette grande et belle émission de Gagachou, mes Gagach préférés de Marseille, c'est Thomas Dufan et Stephen Brun qui se sont interdits de rigoler parce on va vous dire la vérité, on s'est mis un gage d'une violence inouïe avant l'émission et le premier qui rigole, malheur à sa maman. Comment ça va les garçons? Ça va super. Voilà, faudra pas beaucoup rire aujourd'hui, mon Steph. Tout va bien, très content d'être là. C'est vrai. C'est vrai, voilà. Et donc, il va faire beaucoup de blagues comme ça avec, regarde, il est à 2 doigts de, sinon Mounette, elle va faire le plein. Parle-nous un petit peu de cette casquette, Steph. Bah, écoute, c'est la casquette des Knicks que j'ai trouvée là, parce que, le Knicks, mène 1-0 dans ses finales de conf, revenu du diable Vauvert. Donc, on va en parler pendant l'émission. Puis voilà, je trouve que ça matchait bien ma petite veste pour les 20 ans de Space Jam, baby. Ça fait ton sur ton, c'est pas les mêmes bleus, mais okay, on est pas là pour faire un point mode. Moi, Jean-Paul Gaultier. Ouais, exactement. Pour une petite marinière. Ça va être une longue émission. Ça va être une très longue émission. Oh, attends, ça rigole comme ça? C'est pas rigolo, c'est un sourire. C'est un sourire. Faut pas rire. Ça va être terrible cette émission et c'est sûr qu'il va y avoir un qui va rire, il va se faire détruire. Quelques annonces avant d'aller dans le sommaire un petit peu remanié, vous allez le voir. Les annonces comme d'habitude. Le NBA Classic Game. Thomas, on s'est fait un petit kiff, on s'est fait un LeBron James face à Paul George version Heat face aux Pacers et c'est en 2013 le match 2 et c'est surtout un match où Paul George il va décapiter Chris Andersen. On a adoré Stephen Castle hier. On avait aussi adoré il y a plus de 10 ans ce magnifique dunk de Paul George dans un deuxième match de finale de conf. Donc voilà, on célèbre des anniversaires comme ça avec un LeBron bodybuildé. Bref, soyez au rendez-vous comme d'hab. Et c'est l'avant-dernier normalement, le Classic Game, et on finira, on le dit, avec les 60 points de Kobe Bryant pour son dernier match
NBA, ça sera donc contre Utah. Tout à fait, Steph. Il avait pas beaucoup shooté en plus. C'est bien, t'as bossé et tout. C'est pas avec ce genre de blague que tu vas nous faire rire en tout cas. Vendredi, le nouvel épisode d'Offense qui sort. Et on a reçu un rappeur. Tu connais Jean Jass, le rappeur? Tu connais. Je connais Caballero, je connais Jean Jass. Eh ben voilà, exactement. Il nous a régalé, le rappeur de Charleroi. On a évidemment parlé de sa ville qui est considérée comme la ville la plus pourrie du monde. La pire Charleroi. Je jouais à l'époque très bonne équipe de basket. Oui, Charleroi. il a parfaitement défendu d'ailleurs. Donc voilà encore une petite heure où on s'est régalé autour de Tom Serravino avec le rappeur Jean Jass. Donc soyez au rendez-vous vendredi midi. Avant d'aller dans le sommaire, vous savez, cette émission est sponsorisée par Trade Republic. Et si vous voulez être avec nous, ça se passe comme ça. Trade Republic est le partenaire de cette vidéo et vous les connaissez bien maintenant, mais on n'avait jamais parlé ensemble de la dernière nouveauté sur le compte courant. Avec le compte courant Trade Republic, il y a 3% d'intérêt brut annuel pour tous les nouveaux clients, le tout sans plafond. En gros, l'argent que vous laissez sur votre compte courant génère des intérêts qui sont versés chaque mois. Vous n'avez rien à faire, il travaille tout seul et vous pouvez le récupérer quand vous le voulez. Tout ça sans condition évidemment. On le rappelle, il y a un service téléphonique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par téléphone ou via le chat avec des vraies personnes pour répondre à tes questions. Donc, si tu es intéressé, on te met le lien en description pour télécharger l'application. Voilà, donc si vous voulez, il y aura plus d'informations dans la description de cette émission. Allez, le sommaire, vous allez le voir, on l'a un petit peu remanié parce qu'on va tout de suite commencer avec le grand débat autour de cette série entre les Spurs et le Thunder, match 2, qui a livré pas mal d'informations. Et on se projettera évidemment sur le match 3 qui aura lieu vendredi. Il n'y aura pas de palette, vraiment, il y aura un focus sur la série entre les Knicks et les Cavs. Là aussi, ce match 1 nous a emballé, surpris. Enfin, les mots me manquent, mais on analysera ce match et on se projettera aussi sur le match 2 qui aura lieu ce soir, toujours du côté du Garden. On finira ensuite avec des news parce que ça bouge un petit peu en NBA. On aura des news aussi en France parce que l'équipe de France va jouer 2 fois la Serbie. On reviendra sur cette info et on finira par le quiz présenté par Aymen. Ah oui, Tom Serravino étant à Londres. Il est sur le quai de 9-3 là pour aller voir Harry Potter. Saint Pancras. Très dangereux cette maladie. Très dangereux le Saint Pancras. Faut faire attention à ce qu'on mange et sinon le Saint Pancras. Oh, t'es sur un fil là. Ouais, je suis sur un fil. Je suis très sur un fil. Et Ayman nous donne revanche dans la présentation des quiz. Ouais. Il a énormément progressé. C'est un talentueux. Il va revenir plus fort comme Shea est revenu plus fort pour le match 2. Oui. C'est le débat. On avait fait un débrief dès mardi de ce match 1 exceptionnel. D'ailleurs, merci à vous. Cette vidéo a dépassé les 100 000 vues en un peu plus de 48 heures. Donc, merci toujours d'être aussi réactifs. Nous, on se régale à pouvoir vous offrir ça. Pardon. On va d'abord ouvrir le bracket. Je vais aller un petit peu vite. Mais non, Steph, pas la braguette. Le bracket, ça va être très long, l'émission, vraiment. On va ouvrir le bracket pour voir donc qu'il ne reste plus que 2 séries avant les finales NBA. Et pour voir surtout donc qu'il y a désormais un partout entre les Spurs et le Thunder. Parce que le Thunder, après avoir perdu l'avantage du terrain sur le match 1, est revenu hier avec d'autres intentions et s'est donc imposé à domicile dans un match pas simple, mais un match où on l'a quand même senti, Thomas, pour avoir l'impression générale, le Thunder qui a monté les curseurs un peu dans l'exigence. Ouais, absolument. De toute manière, cette finale de conf, les 2 finales de conf, sont des bras de fer. Et le premier bras de fer de cette série a été clairement gagné sur plus de 50 minutes par les Spurs. On attendait une réponse du champion. On n'a pas été déçus dans les intentions. T'as raison. Ils ont joué beaucoup plus physique. C'est quand même la première chose qu'on a ressentie. Un Shai Gilgeous-Alexander aussi a été beaucoup plus agressif. Et pourtant, ils ont dû gagner peut-être 2 fois ce match parce que les autres ne lâchent absolument rien. On reviendra aussi, il y a eu beaucoup de blessures, donc il y a beaucoup d'enseignements dans ce match 2. 122-113. Steph, on t'a peu entendu, en tout cas chez First Team, sur le match 1. Tu peux nous faire un petit peu cette transition entre ce match 1 et ce match 2? Comment t'as vécu les choses? En fait, on dit souvent que les playoffs sont des matchs d'ajustement. On l'a vu clairement sur le match 2, les ajustements de Marc Daigneault, on y reviendra un peu plus tard. Écoute, j'ai senti que du côté Spurs, il y avait peut-être moins ce sentiment d'urgence qu'il y avait une fois que tu as gagné le premier match à l'extérieur. J'ai trouvé moins je vais pas dire d'envie. Les mecs, ils étaient là, ils étaient motivés, mais peut-être pas cette forme de rébellion. Allez, on y va, on va leur casser la bouche, vu qu'ils avaient peut-être fait le plus dur sur le match 1. Une équipe de Casey en appel parce que tu vas 2-0 à San Antonio, t'es quand même en grande difficulté. Il y a une problématique pour moi, à mon sens, qui est
le banc de touche d'OKC est quand même bien plus performant que celui des Spurs. Surtout hier soir. Hein. Et mine de rien, même si c'est un garçon qu'on aime ou on n'aime pas, qui a été beaucoup décrié, le fait que De'Aaron Fox ne joue pas, ça change beaucoup de choses pour moi. On y reviendra sur le match de Stephen Castle, sur les 2 premiers matchs de Stephen Castle, notamment en termes de perte de balles. L'absence de Fox, pour moi, c'est préjudiciable. C'est la conséquence de toutes ces pertes de balles de Steph Castle. Maintenant, je suis curieux de voir. Maintenant, c'est au tour de Mitch Johnson de s'ajuster à son tour. Il a gagné le premier match, il a perdu le deuxième. C'est à lui maintenant de trouver des solutions. Hartenstein, Wemby, trouver d'autres solutions sur le banc. Donc très curieux de voir le match 3. Justement, parmi les ajustements qu'on voulait voir dans ce match 2, notamment côté Thunder, c'était un Shea à un vrai niveau de double MVP et de meilleur joueur du monde. C'est le grand débat qui va nous animer pendant les prochains mois, voire les prochaines années. On a vu ça. Et la défense autour de Victor Wembanyama, parce qu'on a vu qu'au match 1, finalement, il a mis plutôt des arrières costauds qui lui tapaient dans les hanches, mais ils auront souffert et morflé, parce que Victor, on l'a vu, très proche du cercle, beaucoup moins sur le match 2. Et donc, dès les premières minutes, on a compris ce qu'a voulu faire Marc Daigneault. Il a envoyé Isaiah Hartenstein au charbon sur Victor Wembanyama. Je préfère qu'on commence par quoi? Parce que je pense qu'il faut qu'on dissocie les deux. Il faut dissocier. Moi, je veux qu'on commence par la défense sur Victor. Alors, pour moi, c'était la première des clés, parce que c'était d'abord régler un problème défensif côté Thunder. Ce qui nous a tous semblé évident, c'est que Victor a été ultra dominant dans la raquette lors du match 1, ce qui ne pouvait pas se répéter si OKC voulait gagner. Ils ont fait le job, c'est-à-dire qu'Hartenstein, qui a joué que 12 minutes sur la première mi-temps, sur le premier match, a été responsabilisé pour défendre sur Victor avec, disons-le, une tactique complètement adoubé par les arbitres. Il était à la limite, plus qu'à la limite. Alors on aime quand ça joue physique, ça fait partie du jeu. Victor est plus grand, c'est normal qu'il se fasse rentrer dans l'art. Hier, sur toutes les premières actions, mais si vous faites un focus sur toutes les actions offensives d'OKC, Hartenstein, il est là, clé de bras, il a les mains parfois dans la tête de Victor Wembanyama, il fait des court screen, pour essayer de libérer la raquette. Et donc ça donne quand même, moi je trouve un sentiment, en fait notre sport est un peu biaisé du fait que les arbitres ne réagissent pas aux agissements là de notre ami Hartenstein. On rajoute à ça qu'il a attrapé les cheveux de Stephen Castle. Le Davis avait fait la même avec Cucurella. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, dans le même sport. Le dernier mec que j'ai vu tirer des tresses sur un match, il a pris une sacrée droite derrière. Hein. Ah, c'était qui ça? C'est quoi? Bah, c'est avec Bégarin, à Monaco. Ah, voilà, oui, tout à fait. Steph, tu partages cet avis que finalement, Hartenstein, il est à la limite, peut-être même au-dessus de la limite? Il est à la limite parce que c'est ce que Marc Daigneault a dû lui demander aussi. Et à un moment donné, quand tu rentres dans un match avec comme consigne de repousser le plus loin possible le deuxième, ce que vous voulez, un des meilleurs joueurs au monde, le faire sortir de la raquette et utiliser tous les moyens possibles, tu démarres, tu vois que ça passe, tu vois que les arbitres ne sont pas attentifs. Pourquoi t'arrêtes? Tout à fait. C'est pas, moi, j'en veux pas à Isaiah Hartenstein, j'ai envie de dire bravo mon grand. J'en veux peut-être aux arbitres qui ont été un petit peu trop conciliants ou qui n'étaient pas concentrés sur le duel sans ballon parce que c'était souvent loin de la balle ces accroches-là. Hartenstein, j'ai envie de lui dire bravo mon grand. T'as fait ton métier. Bien sûr. T'as rempli ton job correctement. Maintenant, il faudra être un petit peu plus attentif. J'ai aimé aussi la réaction de Victor qui avait eu une mauvaise réaction contre Minnesota, qui a mis un coup de coude. Il aurait très bien pu avoir la même hier et vriller et péter un câble et refaire le même genre de geste. Donc ça lui a servi de leçon. Maintenant, il y a un ajustement aussi à avoir du côté de Victor, c'est-à-dire que de pas te laisser attraper, montrer aussi, être capable d'être démonstratif auprès des arbitres en disant regardez ce qu'il me fait pour attirer l'attention. Il le fait, t'as raison. Ça, il ne le fait pas du tout, tu sais, un petit peu. Il le fait à un moment donné quand il prend sa troisième et qui dit allez revoir, peut-être sa deuxième au début. Quand il contre. Et il va aller revoir parce qu'on lui siffle une faute et là les arbitres changent le truc. Non, c'est avec Hartenstein. En fait, Hartenstein, on le voit, il attrape et il change la décision. Et en fait, c'est la seule fois où on a une. Oui, mais là, il va avoir les arbitres pour les changer. Mais c'est vrai que des fois, ce truc qui peut agacer certains, parce que quand on reproche, notamment, surtout à des arrières, de dire, ils vont trop sur la ligne, mais des fois, les arbitres, il faut les berner un peu. Montrer. Et ça, Victor ne le fait pas encore. Mais ça a son crédit. Ça fait encore partie du métier. Oui, alors, il y en a. Le vice, tu sais, on disait c'est le vice. Non, moi, j'aime bien un joueur de vice. Là, je vois juste un mec qui essaie de jouer au basket, on voit quand même sur les gros plans qu'il est énervé, qu'il est bougé. Franchement, Hartenstein, il fait des clés de bras c'était abusé quand même. C'était abusé. Donc après, c'est très limite. Il s'est autorisé les limites que les arbitres lui ont données. Donc tout à fait. Il finit à 4 fautes dans le match. Il finit à 4 fautes alors que. En fait, au vu de l'impact d'Hartenstein sur le match. Hartenstein, moi, j'ai pas envie de réduire son match à il a fait des clés de bras. Absolument pas. Parce que par rapport au match 1, il a été essentiel sur le short roll parce que c'est un putain de joueur de basket. Les skip pass à l'opposé pour trouver les Cason Wallace, pour trouver les McCain, pour trouver les Chattelgram en haut. Il est très bon sur le short roll parce qu'aujourd'hui les Spurs veulent sortir fort sur Shea.
Je pense que c'est un très très bon joueur. Et en fait, il joue aussi énormément de minutes parce qu'on y reviendra, parce que Jalen Williams aussi, qui était prévu par Daigneault pour essayer de défendre sur Wemby, se pète aussi. Et l'argument de Daigneault sur le match 1, je voulais matcher les minutes d'Hartenstein avec Luke Cornet. Frérot, ça marche pas en fait. Ça marche pas. C'est que tu t'es trompé dans ton coaching, tu t'es aperçu à la fin de match, ah putain, il a joué que 12 minutes, merde, j'ai peut-être fait une connerie. Et tu t'es rendu compte que ce mec-là, il doit être sur le terrain. Il avait fait la même chose sur le début des finales NBA l'année dernière et finalement il s'était ravisé. Et là, il refait un petit peu la même chose. Mais t'as raison. Je trouve que le travail défensif d'Hartenstein sur Victor était très bon, mais en attaque, on a retrouvé ce qu'on a vu toute l'année. T'as raison, ce shot roll, cette qualité de passe et ce flotteur. Ce flotteur, c'est vrai que quand il en met deux, et en fait, on dit même au niveau de la ligne de but. Et puis Victor, ça le met, vu qu'ils ont quand même été très adroits encore une fois, encore une fois, ils ont été très adroits sur ce match de OKC. Ben Victor, il était dans un entre-deux, et lui, avec ce petit flotteur, il a causé des problèmes à Victor. Donc en fait, Hartenstein, que ça soit des deux côtés du terrain, il oblige Victor quelque part à un petit peu suranalyser les choses. Mais je pense même qu'on peut englober le secteur intérieur, les secteurs intérieurs. Ils ont, mais de manière catastrophique, souffert le martyre vis-à-vis de Victor et ses 41 points sur 50 minutes sur le match 1. Là, les trois intérieurs ont été bons. Hartenstein a été magnifique, c'est le deuxième meilleur joueur du match, enfin pour OKC. On a revu Chet, alors même si on peut ouvrir le débat sur son attitude, on l'a revu dans des moments importants. Et Jalen Williams a remis les filoches, a re-été important dans les rotations. Donc c'est un peu, parfois ça, Jalen. C'est un peu simple parfois le basket. Tu regardes le nombre de rebonds, l'adresse, le nombre de paires de balles. Je regarde aussi les deux secteurs intérieurs. Là c'est OKC qui remporte le match parce qu'ils ont été plus dominants intérieurs. Et puis pour juger la qualité de ta défense sur Victor, tu regardes le nombre de Thomas. Sur le match 1, il a dû mettre 7 ou 8 Thomas. Hier, il en met qu'un sur un tir raté où il met un tir dunk. Ça m'a pas rappelé la claquette qu'il met à Monaco. Après le tir, c'est Mathieu Strasel qui défend. Il va un peu plus loin, mais il y a raison, il y a pensé direct. Tu parlais de la lutte au rebond. Match 1, les Spurs remportent la lutte au rebond 61-40. Hier, c'est OKC qui gagne la lutte au rebond 45-41. Tu parlais du banc tout à l'heure. Le Thunder dans sa profondeur, donc avec le banc, 57-25 entre les deux bancs. C'est énorme. C'est vraiment, ça a été une des vraies bascules. Mais encore une fois, c'est vrai que le rôle d'Hartenstein, on le disait, on a son utilisation sur le match 1, ou sa non-utilisation plutôt, mec, c'est pas le jeu d'OKC. Il leur manquait quelque chose. Et encore une fois, les écrans qu'il pose aussi, c'est magnifique, il touche tous les joueurs. Et puis au rebond, il va chercher des rebonds offensifs. Il en prend 8 ou 9 hier de rebonds offensifs. Donc il y avait l'utilisation d'Hartenstein, la défense surtout de Victor, mais surtout ce qu'on attendait côté OKC, c'est que le patron ait un peu plus d'impact qu'il a eu sur le match 1. Et là, pour le coucher du début à la fin, bravo. On l'a retrouvé. Impact avec silence et franc seulement, j'avais tenté. Donc les gens qui diront, qui pourront dire on n'en est plus là. Ah ouais, si, on en est là encore. On est là encore. Les gens disent que je sais, parfois, là, que silence et franc, il fait 6 sur 6, normal, il les a rentabilisés. Mais oui, le patron là, c'est les 2 points qu'il met d'entrée de jeu, il en met un là à 0 degré, un peu en fadeaway pour lancer son match. Bon, tout de suite, quand tu mets celui-là, tu sais que tu vas passer une belle soirée. Il a été bon dans la distribution. Et puis, l'erreur des Spurs, elle leur a pas coûté cher. Enfin, elle a failli leur coûter cher sur le match 1, mais ils s'en sortent. C'est qu'à un moment donné, avec Shea, déjà sur demi-terrain, c'est très compliqué à l'arrêter. Si en plus, tu lui donnes des munitions de transition en jetant des ballons partout, là, t'es mort, en fait. T'es mort parce qu'il est injouable sur l'open court, que ça soit pour lui ou pour servir. Et ils se mettent une balle dans le pied, les Spurs. Et le 1 partout, en ayant perdu 42 ballons en 2 matchs. Alors, le match 1 a duré un peu plus longtemps. Donc 20 pour Stephen Castle. Donc 20 pour Stephen Castle. C'est une priorité à corriger parce que tu peux... fait que Shea te punisse sur demi-terrain, mais tu peux pas lui donner et le demi-terrain et la contre-attaque, sinon t'es mort. On a retrouvé le MVP. Il y a l'une des questions qu'on se pose, c'est comment va-t-il affronter une défense qui adore venir le prendre à 2, en plus de ça d'avoir des duels plutôt remportés par les défenseurs sur le match 1. Bon, on a vu dès les premiers instants, t'as raison de le souligner, qu'il était pas du tout dans le même état d'esprit que lors du match 1. Le match 1, il était rouillé en fait. Il a mis du temps à s'y mettre, il a 4 points dans le deuxième quart, on le retrouve pas. Là, son attitude, son body language était complètement différent. On a retrouvé son mid-range. Et c'est ça qu'on doit dire à chaque fois dans les grands moments de play-off. Vous pouvez être pris à 2, vous pouvez parfois être dans l'entonnoir. Le mid-range va toujours te permettre d'avoir des tirs à toi. Et là, il a été particulièrement létal. Donc voilà, il était bon de bout en bout aussi. Son impact, il est continuel. Et il met le dernier panier. Voilà, c'est bien, vous faites un bon barreau d'honneur, mais c'est terminé pour vous ce soir. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que j'ai aimé Marc Daigneault, on parle des rotations ratées sur le match 1. Il y a un truc qui nous a tous sauté aux yeux, c'est qu'il le fait sortir assez tôt, mais il le remet au moment où Victor sort.
Et là, il y a un premier écart. Et là, c'est vraiment bien pensé de la part de Marc Daigneault parce que quand il n'y a pas Victor, franchement, l'équipe est beaucoup moins forte. Il n'y a plus de dissuasion, en fait. Le gars, à chaque fois, quand il est sur le banc, quand il est sur le terrain, c'est hallucinant. Il repart à -12, il revient à -3. Ça, on en reparlera un petit peu sur le match, quand on va se projeter sur le match 3 qui aura lieu vendredi, je le disais. Mais ça, c'est vrai que quand Victor est pas sur le terrain, sur ce match 2, on a vu un niveau global des Spurs un peu inquiétant et surtout une destruction massive à l'intérieur. Et tu vois, quand il veut jouer très small ball, parce que quand Victor est sur le banc, sur la lutte au rebond, on a vu les chiffres, il souffre énormément. Hartenstein a pesé de son poids dans tout ce qu'on est en train de dire, ça n'a pas été le cas là sur le match 1. Et puis même quand Hartenstein est sur le banc, c'est là où Victor met pas mal de paniers à la suite, il profite d'Hartenstein sur le banc. Il y a encore un mec qui a été très bon côté OKC, c'est ce Alex. chauve fou. Alex, Wow. il met 17 pions et puis encore. Puis on a l'impression que Alex Caruso, honnêtement, c'est au-delà des points, c'est ce qu'il amène à cette équipe-là, cette énergie, ce jus. En fait, c'est un joueur que j'aimais bien, moi. C'est un joueur qui, par son attitude, m'agace, m'énerve. Et ce matin, je me disais, en fait, il m'énerve parce qu'il est fort et parce qu'il fait exactement ce qu'il doit faire pour cette équipe-là. Et même plus, non? C'est le joueur que tu aurais rêvé. Même plus. Je sais pas, mais... ça aurait toujours été Il mieux. faire Michael Jordan, mais... allez, non, allez. maman! Aïe, aïe. Allez, on passe à Bon, autre chose. j'espère qu'on va avoir des nouvelles d'elle rapidement quand même. hein. Pas maman. sûr. Laisse-lui le week-end. Salut Flo. Alors, j'espère que que Thomas t'a expliqué. Ça va pas être simple. Parce que Allez. tu vas devoir m'expliquer là, surtout. hein. Là, Allez, enchaîne, horrible. enchaîne. Qu'est-ce qu'on disait? Non, mais moi je trouve que même il est au-dessus du niveau qu'on peut espérer de lui. 31 points dans le premier match, 17 dans le deuxième. Oui. Il ne rate absolument rien à 3 points. C'est lui qui fait payer les aides de Victor. Il est toujours à l'opposé sur le jeu des switches et il est à l'opposé, il tire. Il a beau venir avec son long bras, Victor, il arrive à mettre des filoches. Donc non, il est même. Pardon, je crois que tu me faisais encore une petite dinguerie. Non, moi je le trouve au-dessus de son niveau habituel. Il apporte encore plus qu'on peut imaginer. Au-dessus de ce qu'il a produit en saison régulière en termes d'adresse, déjà, ça c'est une certitude. Et sur le match d'hier, les points qu'il met, ils sont différents que le match 1. Parce qu'en match 1, c'est Victor, ça switch, c'est la pocket pass, il se retrouve en tête de raquette. Là, c'est sur de Hartenstein, sur de la fixation. Il met les 3 points qui font mal à la tête. Et puis tu l'as dit, son body language, il est exceptionnel en fait. Il est exceptionnel, il se bat partout. Il va chambrer un petit peu le banc, il met un 3 points, il se retourne vers le banc des Spurs. Putain, il fait une sacrée. Alors, puis c'est un mec. Il met un tir sur la gueule de Victor là, Oui, dans oui, 45 degrés à 2 points. Tir de très haut niveau. Et puis c'est un mec qui connaît ces stages-là. C'est les finales de conf, les finales NBA. C'est un mec qui connaît ça. Il sait élever son niveau de jeu. C'est un vrai leader pour eux en fait. C'est un vrai leader d'équipe. Et surtout, ce qui est appréciable, c'est qu'il fait ce qu'il sait faire en fait. Il va pas essayer de surjouer parce qu'il se sent bien. Moi, que j'ai mis 31 au match 1, je t'annonce qu'au match 2, je fais des trucs que j'ai jamais fait de ma vie. Hein. J'appelle un pick and roll, corn et compagnie. Lui, non, il reste dans ce registre alors qu'il aurait pu prendre un peu, tu vois. Mais c'est une qualité, c'est l'une des plus grandes qualités chez n'importe quel basketteur, c'est savoir qui on est, quel joueur on est, ne pas s'inventer une vie. Après un match, on a mis 31. Et ça, on le dira jamais assez. Si t'es un bon joueur, mais que tu crois que t'es un super joueur, tu seras un mauvais joueur. Si t'es un joueur moyen et que tu acceptes d'être un joueur moyen et que tu fais ce qu'on te demande, tu seras un bon joueur. Exactement. Mais c'est bon ce que tu vois, c'est magnifique. Ça peut écrire un t-shirt. Ça remarche à Baudelaire un peu. Baudelaire. Non, pas Baudelaire, mais Zola plutôt. Guillaume Apollinaire. Après, il y a un truc, c'est qu'il vient quand même compenser le manque de scoring autour de Shea. Et Jay Mitchell. Jay Williams a été bon dans le scoring. Il se pète, et là, on va en parler, ça va être terrible. Et Jay Mitchell, hier, il met 10 points. On le retrouve un petit peu, mais il met que 10 points. Un petit peu. Ouais, mais il est là dans les moments importants. Oui, mais... Il met 10 points, à la fin, il y a à peu près 10 points d'écart. C'est Jay Mitchell, quelque part, qui fait la décision. Jerry McCain, hier, on a retrouvé McCain avec des grands smiles. Il a quand même ce truc de mettre du peps. Mais heureusement que Caruso est là, en fait. Heureusement que Caruso apporte son super scoring. Du coup, j'aimerais bien qu'on ouvre quand même le match des Spurs un petit peu. Qu'on ouvre sur le match des Spurs. J'ai du mal à dire qu'ils font un mauvais match, parce qu'honnêtement, ils font un match de traînard, mais ils ont quand même cette faculté à revenir, à recoller. Ils leur mettent la pression au Thunder. Tout le match, le Thunder, il faut il reste 2 minutes, 2 minutes 30 pour dire, il y a encore... Non, dans la dernière minute 30. Ils sont là jusqu'au bout, les Spurs. Ouais. Alors, on a envie de leur dire bravo, parce que cette résilience, cette toujours faculté à aller trouver des solutions, à mettre des gros tirs. On voit Harrison Barnes qui joue quasiment pas, qui met une filoche. On le dit. McLaughlin, il met 2 filoches. McLaughlin, il met 2 tirs à 3 points. Vassell, moi, je pense qu'il n'a pas assez de ballons, je vous le dis. Hein. Mais je pense qu'il n'a pas assez de ballons dans leur jeu. On va revenir sur le partage un peu des gonfles. Mais finalement, c'est qui perd parce qu'ils perdent sur la lutte au rebond, on l'a dit. Et quelque part sur les pertes de balles. Et là, on va d'entrée commencer, on parlera de Victor après, mais je veux qu'on parle d'abord de Stephen Castle parce que finalement, beaucoup de choses passent par lui. On lui en demande aussi énormément suite à l'absence de De'Aaron Fox. Et c'est très dur d'aujourd'hui de dire ce que je vais dire, mais ce match-là, Stephen Castle, il aurait pu le faire gagner.
mais il le fait perdre. Alors déjà, on va le féliciter parce qu'il nous a donné le highlight du match. Oh là 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 là. Le Thomas sur Attenstein, il est exceptionnel. T'as vu la réaction de Reggie Miller il s'est levé et tout. il a Et celle de Victor aussi. Ralenti, il a la tête au cerveau. Incroyable. Exceptionnel. Bravo Oh. Stéphane Cassel. Tu nous as vraiment fait kiffer. Après, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. C'est un deuxième année. On lui demande, tu l'as dit, Fox est pas là, et quand normalement les deux sont associés sur le terrain, et ben De'Aaron Fox peut monter la balle pour, là il doit tout faire, c'est-à-dire qu'il doit enclencher les systèmes, il doit avoir les bonnes lectures, et il les fait pas, il perd des ballons sur des skips passes à l'opposé parce qu'il lit pas les bonnes lectures défensives, il perd un ballon qui fait très mal, il revient à -4 à la fin, là, sur la passe de fond. une passe à terre où il y a personne. Il y a Victor à droite, grand ouvert, il va chercher une... Champagny qui va à 3 points, et elle va directement. Celle-là, elle est très dure. Celle-là, elle fait mal, il remonte le ballon, il y a, c'est qui vient taper la balle? Jalen Williams qui fait un effort défensif, qui vient taper la balle. Castle Wallace qui lui en prend une. Il fait un retour en zone. Et je pense qu'il a beaucoup trop de choses à faire dans cette équipe-là pour avoir un peu de lucidité, pour lire les trucs. Et il faut absolument, je connais pas le statut de De'Aaron Fox. C'était questionné, justement. Mais De'Aaron Fox, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne en jeu pour laisser un petit peu, Stéphane Cassel, se concentrer sur ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire, et puis parfois il a des mauvaises lectures, il ferait des 1 contre 3, des 1 contre 4, il prend des murs, et il se rend compte que, ah merde, putain, je suis pas allé au bon endroit, et il lâche la balle. Donc voilà, 20 ballons perdus en 2 matchs, c'est énorme, c'est monumental. C'est pas uniquement la cause de la défaite des Spurs, mais putain, quand tu perds, quand tu as quasiment une grosse possession à 1 minute 40 de la fin. Pour Stéphane Cassel, il y a beaucoup de choses à mettre dans le saladier. C'est-à-dire que tu as raison, c'est un deuxième année. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Il fait des playoffs, un run de playoffs, il est grand, il est magnifique. Maintenant, tu es en finale de conf. Et les Spurs l'ont montré sur le match 1, l'ont dit, ne s'en cachent même pas, ils veulent être champion NBA. Tu ne peux pas perdre 20 ballons en 2 matchs. C'est la réalité. Donc au bout d'un moment, va aussi falloir peut-être que, et c'est certainement le plus dur pour lui. Kate Cunningham l'a fait avec les Pistons. Oui, mais les Spurs ne sont pas les Pistons, je pense. Je pense que les Spurs ne sont pas les Pistons. Je te rejoins sur le fait que De'Aaron Fox et ceux qui l'aiment pas, qui veulent le détruire, et nous, quand il se planque, mine de rien, on le dit, mais ne serait-ce que pour partager la montée de balle. Après, je trouve qu'il va beaucoup trop loin parfois. Moi, je dis depuis le début qu'il va beaucoup trop loin. Mais quelque part, ça amène aussi tellement de choses positives. C'est toujours pareil. Voilà. Dans le match 1, l'équilibre. 6-7. Ouais, non, surtout pas. En fait, le partage dans le match 1, il est positif. Parce qu'en fait, on accepte les erreurs, mais tu gagnes. Dans le match 2, et c'est pour l'instant les Spurs, et c'est là qu'on voit que c'est encore une équipe jeune. Hier, par moment, ils ont fait jeune, ce qui n'avait pas du tout été le cas dans le match 1. Franchement, moi, mon souci, c'est que c'est parce que Stéphane Cassel fait ce match qu'ils sont encore dans le game à la fin. Aussi. Mais ça, c'est une réalité. Parce que là, on parle il y a beaucoup de pertes de balles qui donnent de la relance. T'en as très bien parlé. Il y a d'autres pertes de balles où le ballon est mort, donc c'est un petit peu moins grave. Mais moi, j'ai en mémoire son début de match où il est exceptionnel dans le scoring parce que Casey décide de faire de drop coverage à fond et de box out pour éviter Victor, pour éviter des balles lobées. Et lui, il est détruit avec le mec dans le dos, des tirs un peu fluides comme ça à mi-distance en fade away. Je l'ai trouvé exceptionnel. C'est lui aussi qui met des jeux de fou à 3 points au moment où ils font le run pour revenir. Après, ouais, il est jeune, il a toutes les responsabilités. Jalen Harper se pète en cours de match. Donc ton deuxième meneur en qui t'as confiance, il est pas là non plus. Il perd des ballons. Mais c'est notre sport qui est comme ça, c'est toujours pareil. Quand t'as toute la responsabilité de la création, la montée de balle, le scoring, forcément tu vas faire des erreurs. C'est grâce à lui qu'ils sont dans le match. C'est aussi à cause de lui qu'ils gagnent pas le match. Ça, c'est la réalité, vous avez raison. Il y a un truc sur Stéphane Cassel, c'est que c'est lui qui a le ballon dans les mains la plupart du temps. Hein. Et tu parlais, pour toi, Devin Vassell ne touche pas assez la balle. Oui. Et je peux rajouter à ça, pour moi, Victor Wembanyama ne touche pas assez la balle. Il prend 16 tirs seulement, Victor. Dont il y a 5 rebonds offensifs sur ses propres tirs. On voit les stats de Victor, 21 points, 17 rebonds, 6 passes, 8 sur 16, 3 sur 7 au tir. C'est plutôt un bon match. Mais je trouve que par moment, Victor ne touche pas assez la balle et que justement que Stéphane Cassel veut un petit peu, mais c'est en même temps, c'est le défaut de ses qualités, c'est le défaut de ses qualités et la qualité de ses défauts. C'est leur jeu qui est comme ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Steph, que j'ai envie de Victor prenne plus de tirs, forcément. Au-delà de notre envie, je trouve que... Et surtout sur la première mi-temps, mais le problème, c'est que peut-être que Victor, hier, n'était pas dans les spots qu'ils ont l'habitude de créer entre Cassel et Wembanyama, parce qu'on sait qu'ils ont une connexion quand même qui est énorme, notamment sur la passe lobée. Cette passe-là, ils l'ont pas vue une seule fois, et je crois qu'ils l'ont tenté une fois, il y a eu une perte de balle. Oui. Donc à un moment donné, Stéphane Cassel, il est un peu en perte de repère s'il peut pas avoir ça. Que Victor a été... Je trouve que
Hartenstein fait du bon travail. À la fin, une fois, il y a un post-up de Victor sur Hartenstein. Il le prend sur le fond, là. Il score À toute fin. Et je trouve qu'à un moment donné, Victor, il fait 2-24. Il sait faire énormément de choses. Mais parfois, si Hartenstein est très bon défensivement sur la contestation avant ballon, pourquoi pas aller mettre Victor sur du post-up, une passe lobée à 2-24, il va l'attraper. Il est capable. S'il y a une prise à 2, il va faire une passe. Souviens-toi, le début de la deuxième mi-temps, il lui met un petit tir à mi-distance, là, à 3-4 mètres. Tu vois, sur je trouve qu'il n'a finalement. Et un tir à 3 points aussi enchaîné. Il a beaucoup joué arrêté. Hartenstein, il l'a pas joué assez en mouvement. Et mine de rien, quand il a des grands comme ça, qui vont lui mettre des coups, je trouve que dès qu'il a fait attraper jouer, que ça soit pour aller mettre ce petit layup ligne de fond, ou pour même se créer un petit tir à 3-4 mètres, je trouve qu'on l'a pas assez vu. Alors moi, ma théorie sur ce match-là, c'est que la première période, il se fait bouffer physiquement. Il est dominé. C'est-à-dire qu'il n'a pas la balle parce que on lui rentre dedans et qu'on le retrouve pas dans les espaces où il a l'habitude. En revanche, début de troisième, ils font le run, mais c'est Victor qui fait le run. Il enchaîne, je sais pas combien, 7 points d'affilée, ils font un 11-0, ils reviennent vite dans le match, parce que Victor, dans son état d'esprit, dit, vas-y, première période, on est là, 5 tirs, on est un peu dominé, c'est à moi de faire le là. Ouais, peut-être il fait 8, il met 2 paniers à 3 points, il met ce fameux petit tir à mi-distance. Moi, je pense vraiment que Victor, dans ce match-là, dans ce type de confrontation-là, doit se permettre de tirer 10 fois à 3 points. Là, au bout d'un moment, t'es repoussé. Fais-moi du pick and pop. Sois là-bas. Envoie parce que ça va te permettre à tous tes coéquipiers et la défense de monter et tu vas avoir des espaces. Si t'acceptes de dire Victor, tu peux tirer 10 fois 3 points, ça veut dire que t'es battu parce que OKC te propose. Oui, mais il s'était battu hier, les gars. Il s'était battu. Il les a défoncés au premier match en jouant comme Shaquille O'Neal. J'aurais aimé que ce match-là, parce que la défense te propose autre chose, une adversité incroyable dans la raquette, il faut qu'on ressente que KD soit ton idole. Et donc que tu sois capable de dominer aussi par les extérieurs. En tout cas, tu peux pas finir un match à 16 tirs tentés. C'est impossible. Il doit être à 22, 23, 24. Il va pas sur la ligne des lancers francs non plus. Non, en fait, ça fait beaucoup. De lancers francs, c'est trop peu pour un mec comme Victor à 2,24. Voilà. C'est trop peu. Alors, les arbitres ont été un petit peu laxistes. Bien sûr. Mais c'est trop peu, en fait. Parce que pour avoir des fautes, il faut avoir le ballon, il faut faire des actions vers le cercle. Et c'est trop peu. Après, moi, je trouve que je l'ai pas vu une seule fois dans ses spots de prédilection, en fait, Victor Wembanyama hier. Alors, crédit à la défense, mais est-ce que aussi, quelque part, manque de lucidité dans la gestion d'attaque des Spurs? Oui, forcément, un peu des deux. Il y a un peu des deux, oui. Les situations mises en place n'ont pas forcément été bonnes. Après, comment tu veux que Devin Vassell touche plus le ballon, toi? Parce que c'est pas non plus un énorme... Il a des remontées. En fait, Devin Vassell, je trouve qu'il est beaucoup trop utilisé sur... à l'opposé, genre là on est fermé et on sanctionne. Attaque de close-out à l'opposé parce que le jeu te demande d'aller le chercher. Moi j'aimerais d'autres systèmes où on va le chercher. Le seul système où on a tous en mémoire un tir de David Vassell, c'est quand ils sont à -6, qu'ils font un système ligne de fond là. Même Popovic le faisait déjà back in the days. Et il trouve à 0 degré là-bas avec la face tir ouvert. Et là il nous envoie gros un shoot dégueulasse. Tranche mais par le haut. Tranche en haut. Tu sais que vraiment ça m'a surpris alors qu'il sort de 2 énormes filos, ça m'a grave surpris. Et donc voilà, moi je pense à un moment donné qu'il doit profiter de son scoring, de son agressivité, surtout quand Castle est un peu en galère sur les paires de balles. Écoute, ça va être intéressant en tout cas pour le match 3. On va se projeter un petit peu sur ce match 3. Comment tu fais pour te projeter sur le match 3? On peut quand même. On va voir. Déjà, on va se projeter parce que regarde, à la fin du match, on a fait un petit bilan de l'infirmerie des deux côtés. Et forcément, ça va changer un petit peu la donne de cette série. Donc, Jalen Williams a joué seulement 7 minutes. Isco a dégagé. C'est même Isco qui a fait le... AJ Mitchell, et on l'a vu là, est retombé un peu bizarrement. Il s'est quadriceps, il s'est fait mal. De'Aaron Fox est toujours incertain. Et donc, Dylan Harper, lui aussi, à la jambe, s'est fait mal. Je crois que c'est aussi la même chose. C'est la cuisse, on l'a vu. Il y a 3 joueurs dans le match qui se tiennent l'arrière de la cuisse comme ça, franchement, là, on en revient aussi au rythme NBA, à ces matchs, etc., d'avoir des joueurs, que des arrières. Double prolongation, tu le sens, que des arrières ailiers, qui sont physiques, etc., qui sont jeunes, qui se font les cuisses. Bon, ça en dit long aussi sur la difficulté d'enchaîner les matchs. Parce que, à la gestion du tempo, de la défense, de la guerre au rebond, il va falloir aussi gérer, du coup, les blessés. Il va falloir que des mecs step up, et c'est vrai qu'à avantage à OKC. Et avantage, voilà, ce jeu-là. Il y a plus de mecs capables de step up sur un match que San Antonio. Bien sûr. C'est fou de se dire, quand même, que les Spurs ont été dans le match avec tout ce qu'on vient de dire là. Oui. Les 9 paires de balles de Castle, un Victor qui est repoussé, des blessés. Dylan Harper, il fait 24 et 11 au match 1. Il se blesse, on l'a pratiquement pas vu du game. Ils sont encore dans le game, ils sont à un moment donné à une possession. C'est pour ça que McLaughlin joue. Ah, mon McLaughlin, là, il a envoyé. Alors, il a envoyé une première. Bravo à lui. Premier ballon, il a rien à faire en dessous, il met la fuloche, fait OK, deuxième mi-temps, il met une énorme fuloche. Après, il perd 2 ballons qui font tellement mal à la cabessa. Donc, comment on le voit ce match 3 ? Comment on le voit ce match 3 ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marc Daigneault, il semble avoir trouvé un remède contre Victor dans un premier temps. Donc, Hartenstein va y retourner comme un fou. Il va jouer brut. On peut aussi dire que, vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux,
enfin dans le monde du basket, tout le monde a reparlé d'Hartenstein et les arbitres vont forcément le voir et se réajuster. S'il prend 2 fautes au bout de 2 minutes 30, c'est plus. Et vu ce qui s'est passé, il doit prendre des fautes en fait au bout d'un moment. Donc tout le monde va le voir. Donc à voir Hartenstein comment il va réussir à être intelligent dans ce moment-là. Et puis faut mieux utiliser Victor. Ouais, c'est une réalité. Limiter les pertes de balles, c'est une évidence. Oui. Ce sera encore le bras de fer. Mais Victor doit être au centre du jeu. Il n'a pas été assez au centre du jeu pour nous. C'est le go-to guy de cette équipe qu'on le veut. On adore cette équipe-là au complet, comme on adore le Thunder. Mais Victor restera le numéro 1 de cette équipe-là. Et on l'a pas assez senti, je trouve, sur le match 2. Non, c'est clair. Dans le troisième quart, oui. Un peu dans la fin de match, mais globalement, pas assez. Après, côté OKC, ils ont trouvé la recette, je pense. Et surtout, ils ont retrouvé confiance. Parce que, on le dit un peu comme ça. Vous avez vu Shea, ses déclarations. Il est toujours très facile. Oui, on a juste mieux joué. Il fallait qu'on joue mieux. On a mieux joué. D'accord. Mais je pense qu'ils se sont fait peur. Ils sont vraiment fait peur après le match. Ils se sont dit, ils étaient soulagés. Ouais, j'ai vu en conférence de presse, j'ai vu des mecs soulagés. Ouais. Surtout, ça fait longtemps que t'as pas battu cette équipe. Là, ça fait du bien de gagner un partout. Shea, il me régale à la fin parce que sur le dernier tir qu'il met, là, il y a McCain qui est grand comme ça. Et en conférence de presse, il dit, mec, tu hurles, je suis en train de prendre mon tir, gros, tranquille, on laisse pas shooter peinard. Ça fout la haine, ça. Ça me rappelle Nico Norca avec Georges. C'était spécial, ça, gros. De quoi? N'importe qui tu racontes. Il fait pas souvent ça, le Hoops, s'il te plaît. Non, t'as le droit de dire oui, non. Oui, il a dit oui. D'accord. Il m'a demandé 10 €, j'ai dit oui. Je fais beaucoup de choses à la Hoops de merde, mais pas ça. Donc je peux pas tout. Réclamer les ballons comme ça, rester, tu sais, quand l'action est finie, le mec il a encore les mains comme ça tout seul. Je fais pas d'applaudis comme ça pour avoir la balle. On ne fait pas ça au basket. Je fais pas ça. J'insulte, je suis mauvais joueur, je mets une ambiance de merde, mais je fais pas ça. Ouais, bah, je préfère que tu fasses ça. Bon, voilà. Il y a un petit truc que je voulais souligner avant que tu enchaînes, Erwan, et on en a parlé avant l'émission. On a regardé le match. On regarde tous le match. Tout le monde parle du flopping de Shea. Bon. Je regarde le match, je suis pas particulièrement choqué par rien. Derrière, j'ouvre les réseaux sociaux et je me rends compte qu'il y a une vague, mais incroyable sur le match d'hier. Ah bon, pas sur le flopping, mais sur le fait que il tombe après chaque tir, en fait. Sur chaque action, il tombe. Ça me rappelait un peu Roy Hibbert, tu te souviens, qui tombait tout le temps. C'est-à-dire que il y a au moins, je sais pas, 7-8 actions où il tire à mi-distance et il se laisse tomber. Tu vois, il se laisse vraiment tomber. Donc, dans ce que tout le monde imagine, des observateurs basket, des fans, etc., il y a aussi ce petit truc avec Shea où on sent vraiment qu'il y a plus d'empathie pour lui. Donc, à voir aussi ce que ça peut changer dans la série. Après, on les a regardé les images. La plupart du temps, il prend des tirs et souvent les défenseurs ils viennent. Et je pense que pour pas retomber sur les trucs, il se laisse un petit peu tomber en arrière pour pas poser les appuis au sol. Tout à fait. Il y a 2 ou 3 fois où il tombe parce qu'il y a le tir en avant aussi bizarre. Il cherche des fautes. Enfin, je veux pas non plus, je veux pas faire des simagrées là-dessus. Ça fait 25 minutes qu'on est sur ce débat-là, j'ai l'impression qu'on a quand même des choses bien plus intéressantes. Tout à fait, Je pense qu'il fallait pas éluder ça parce que quand tout le monde ne parle que de ça. Là, ce matin, c'était l'arbitrage qui était au centre de tous les débats. C'était pas du tout le basket. Moi, ce que j'ai envie de dire, et c'était une des questions, et on a vu quand même des séries un peu basculer sur des décisions arbitrales. D'ailleurs, il y avait ces Tony Brothers qui coachaient. Je trouve que ces 2 premiers matchs sont qui arbitraient. Je trouve que c'est assez cohérent. Mais mauvais un jour. Moi, j'ai trouvé mauvais hier. Sur le match 1, ça allait. Mais pour moi, hier, la lutte encore avec Hartenstein, c'est la limite. On va voir le match 3, mais en tout cas, je trouve que l'arbitrage n'a pas une influence sur les résultats, pour l'instant. Vu l'impact d'Hartenstein, on peut se poser la question quand même. Après, mec, c'est toujours comme ça qu'on fait. Allez, va voir ce que faisaient les Pistons avec les deux Wallace. Voilà, on dit toujours ça. Ils ont le droit de durcir un peu. Ils ont tout à fait le droit de durcir. Moi, je dis que pourquoi on se paluche toute l'année à dire ouais les playoffs mais c'est ça les playoffs. Non, mais moi je pense que là quand on parle de limite, à un moment donné, moi je pense que les clés de bras ça a pas de sens. Je parle de clés de bras là. Après je parle pas de jeu physique, je parle de clés de bras. Après très compliqué à arbitrer quand il y a 2 joueurs qui sont comme ça. Tout à fait. Savoir qui a commencé à mettre son bras, Mais c'est pour ça que c'est les meilleurs arbitres qui sont là en train de siffler, ils ont l'expérience. Au bout d'un moment, siffle gros. Franchement, il y a une action, tu sais, où il y a une pénétration de je sais plus qui côté OKC. Gros, le il est comme ça en fait. Hartenstein, il est 2 mains comme ça. Donc c'est juste voilà la limite et on verra comment les arbitres vont siffler le match 3. Non mais que Hartenstein il doit prendre 1 ou 2 fautes de plus, je te l'accorde. Ça change tout le game en fait. C'est vrai que s'il est en foul trouble parce qu'il y a attends, j'allais passer à autre chose. C'est vrai que s'il prend des fautes rapidement, ça change tout le game parce que il est obligé de repartir sur Jalen Williams peut pas défendre sur Victor et il a envoyé Chet et Chet hier, il fait je sais pas, 13 points. Mais hier, Chet, dans l'attitude, le airball qu'il met, et puis il a pas envie d'aller sur Victor. Par contre, Chet, le premier match, pour l'instant, il passe totalement à travers de sa finale de conf. Mais il a pas envie d'aller sur Victor. Il y a 2 fois dans les 2 matchs, là, il tire avec les 24 tout le long. On parle beaucoup de body language pour Caruso, pour ceux des Spurs, où on se dit, waouh, mais quelle volonté d'aller vers l'avant. Lui, c'est une victime. Oui.
C'est incroyable, il n'y arrive pas. C'est trop. J'ai l'impression que c'est trop pour lui et qu'il y a certainement plein de choses qui se mélangent entre le niveau général sur le terrain, entre peut-être les guéguerres depuis qu'ils sont en U19 là. J'ai l'impression que tout se mélange et qu'il est dépassé par les événements. À lui de réagir match 3. Allez, Abraham Lincoln, on y va, mon grand. Ben justement, Abraham Lincoln, avant de se faire shooter pendant qu'il regarde une pièce de théâtre, C'est vrai, Bichette. ouais. Eh ben, Le Stéphane on va Bern, regarder est-ce qu'il va réagir pendant le match 3. Regardez les cotes du match 3 justement. La série se déplace du côté des Spurs et regardez, les Spurs sont favoris sur ce match 3 à 1,74. Avec un écart bien moindre par rapport au match 1 et 2, OKC était largement favori. Vous vous souvenez, hier dans le clutch, on en parlait, il y avait 1,40 OKC et 2,95 pour San Antonio. Et ben là, ça se resserre de fou. Et regardez ceux qui parient en dessous, là, hein, c'est très 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 partagé, 54% pour les Spurs. Allez, voilà, si vous voulez voter, ça se passe évidemment sur le site Winamax. Nous, on va passer à l'autre série côté Est entre les Knicks et les Cavs. Et c'est les Knicks qui mènent à 0. New York attendait tranquillement les Cavs qui ont dû batailler 7 matchs pour sortir des Pistons. On a eu un match 1 assez incroyable. On regarde le bracket, les Knicks mènent 1-0. On a vu des Knicks parfaitement commencer la rencontre en se disant « Ouh, ils sont encore bien ». Puis derrière, il y a eu une coupure d'électricité. Les Cavs s'y sont mis défensivement de manière incroyable. Donovan Mitchell a été fantastique jusqu'à mener de 22 points dans le 4e quart-temps. Et là, patati patatras, toi, Steph. Patati, c'est quel lancement ça? Et là, patati patatras. Mec, on fait ce qu'on veut. Ce qu'on peut, non? Écoute, déjà, alors c'est compliqué de comparer deux conférences. Je me suis mis un petit peu de glaçon sur la nuque quand je suis passé du match 1 de OKC de l'Est à l'Ouest. De l'Est à l'Ouest, parce qu'en termes de niveau de jeu, de passing game, c'était loin de ce qu'on avait vu proposé par OKC et San Antonio. Ça reste une confrontation différente, certes. J'ai retrouvé les Knicks qui, autant sur les matchs d'avant, on avait retrouvé un peu de passing game incarné par Karl Anthony Towns, Jalen Brunson, moins ballon dans la main à dribbler. Et ben, je trouve qu'ils sont repartis là-dessus sur ce match 1. Et tu me diras, bon, après, ça a fonctionné pour eux. Tant mieux. Moi, j'ai trouvé Cleveland très bon sur leur façon de vouloir attaquer et défendre cette équipe des Knicks. Donovan Mitchell s'est pas caché pour ce match 1 au Garden. On pourrait se dire, tu sors d'un match 7, peut-être que tu as les jambes un peu. Le match 1, c'est peut-être pas ta priorité, même si c'est toujours important de bien débuter une finale de conf, mais je les ai trouvés bien en rythme. Mobley, je l'ai trouvé très bon. Bref, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont plu. Ouais, mais quand tu dis que tu les as trouvés très bons, jusqu'à quand en fait? Jusqu'à 7 minutes 52. Jusqu'à 7 minutes 52, voilà. où je trouve que, alors on va reparler du run des Knicks. Je pense qu'ils ont plusieurs ballons pour mettre fin à ce match-là. Ils ont plusieurs tirs à 3 points pour mettre fin au terrain. Dinwiddie, il a un tir dans le corner, s'il le met, c'est terminé. James Harden, il a 2 ou 3 tirs à 3 points aussi qu'il prend sans rythme, mais bon, ce sont ses tirs qu'il est capable de mettre. Et en fait, par ce genre de tir-là, ils permettent aux Knicks de pas que Mike Brown il fasse pas les changements et qu'il fasse pas rentrer le bout du banc en disant bah allez, on a perdu celui-là. Et ils peuvent s'en vouloir. Après, on va analyser le run de Jalen Brunson, mais Cleveland, je pense qu'il peut la faire très mal ce match-là de l'avoir perdu. Ouais, tout à fait. Il y a tout pour sur une série longue parce que franchement, les équipes, elles sont proches là. Elles sont très très proches et même si on était resté sur 2 premiers tours, les Knicks nous ont véritablement régalé avec des basket champagne, exactement, beaucoup d'adresses, un petit final chimie. Là, ils se sont retrouvés face à une équipe qui arrive plein badin après 14 matchs de play-off déjà et donc ils ont dû affronter une équipe qui a confiance en elle et qui est là pour gagner. Et moi, je trouve que, et on va aller maintenant, je pense, dans ce momentum là, moi je donne beaucoup de crédit à ces Knicks. Parce que les temps faibles des Knicks, on les connaît, ils sont cata. Dans une autre année, ils l'auraient perdu ce match. Ça fait un petit moment. Ils sont allés chercher. Dans ces playoffs-là, ça faisait longtemps que c'est pas eu un temps aussi faible que ça. Face aux Hawks au début de la série, quand ils sont menés 2-1. Mais même pas aussi vilain. Non, ça c'est clair. Mais c'est ça, en fait. Moi, je pense qu'il faut mettre en avant les qualités des gens, surtout quand tu gagnes le match à la fin. Il te reste 7 minutes 52. Je suis là, je regarde ma télé, j'ouvre mes réseaux parce que je suis sûr qu'ils ont perdu. Parce que je les reconnais pas, ils sont cata ou justement ils retombent dans leur travers. Et finalement, ils ont... Qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Je suis sur les applications de rencontre. Non, pas du tout. Non, juste à 7,52, ils sont à plus 22. Je connais trop le basket, je me dis vas-y, j'ouvre. Et là, je vois qu'Erwan, il me dit qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner un match des Knicks. Donc, je comprends que les Knicks ont gagné à la surprise générale. Donc, c'était intéressant de voir avec le spoil du match comment ils allaient faire pour revenir. Bon, il n'empêche que c'est le plus grand choke de l'histoire des playoffs. Hein, vous allez voir. Le deuxième. Ouais, deuxième. Ou le plus grand comeback. Ah oui, c'est vrai. Donc, vous avez vu évidemment que les Clippers
Évidemment, merci à nos amis des Clippers de toujours être au plus haut dans la hiérarchie de la loose. Bah, ils ont gagné celui-là. Hein. C'est quand ils ont gagné contre les Grizzlies, je crois. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Super, bravo, c'est pas grave. Bon tableau, belle maîtrise du sujet des tableaux. En tout cas, ça reste quand même assez historique ce qu'ont fait les Knicks. Maintenant, on va revenir sur cette fin de match assez incroyable. Déjà, il y a un changement côté Knicks qui va un petit peu changer la donne. C'est l'entrée de Landry Shamet qui va amener du jus en défense et qui va enfin trouver un petit peu d'adresse dans une période où les Knicks sont en galère terriblement. Et son premier tir à 3 points, Landry Shamet, c'est lui, Steph, qui lance le run de retour. Ouais, Landry Shamet, il met 9 points, je crois, il met 3 tirs à 3 points dans le dernier avec un peu de réussite. de good bounce sur le cercle. Plus de chat que Merrill le tir d'après. Oui. Incroyable. Mais oui, ça lance le run. Après, le ciblage de James Harden, on y reviendra aussi. Ils ont essayé de jouer Karl Anthony Towns parce qu'il switchait énormément et Karl Anthony Towns s'est retrouvé 2 ou 3 fois sur du mid-range post, là, tête de raquette isolée face à James Harden. Il a été cata. Impossible de dans le finir match, sur Harden. Il loupe des layups près du cercle et compagnie. Pas d'adresse non plus. Voilà, parce que ils l'ont pas beaucoup trouvé les Knicks sur les 3 premiers quarts en 4. Donc ils se sont dit on va le servir, surtout qu'il est défendu par Harden. Il n'y arrive pas. Ils sont obligés de trouver une autre solution en disant bah vas-y, Jalen Brunson, c'est à toi. Fais-toi ton 1-1 face à James Harden. Il met un premier tir. Après, il y a beaucoup de gens qui ont. Moi, je pense que je vais défendre James Harden. Peut-être que ça va vous choquer. Non, mais attends, je te propose qu'on les regarde. Ça va m'intéresser, mais vas-y, on va les regarder. On se les regarde ensemble. Ayman est allé nous chercher l'enchaînement. Regardez, ils sont à -22 à ce moment-là. Donc, c'est exactement à ce moment que j'ai arrêté de regarder. Enfin, que j'ai regardé le score. Donc, ça commence avec ce petit tir. Il y a entre-temps le tir de Landry Shamet dont tu parlais tout à l'heure. Et donc, c'est ce switch all sans même réfléchir où James Harden se retrouve en 1-1 face à Jalen Brunson. Cette belle passe pour Karl Anthony Towns, là pour le coup c'était bien joué. Regardez les switches, ils arrivent, on se pose même pas trop la question. Pour le coup c'est avec Gino, celui-là il est dur. Celui-là le scoop layup là incroyable. Et là on va rentrer un peu dans ce qu'on peut appeler la zone pour Jalen Brunson, c'est je vais aller chercher le carré sur chacun de mes tirs et ça va marcher à chaque fois. Bon là il y a 3 ralentis, il est magnifique ce layup. John Starks baby. Avec la casquette ça va. Et on va rentrer donc dans ce moment qu'on a tous trouvé mais complètement dingue où en fait on se retrouve comme dans streetball, 1 contre 1, 1 contre 1, 1 contre 1. C'est pas une mauvaise défense, mais tu prends pas le tir il est compliqué, non? T'as raison, mais au bout d'un moment c'est James Harden. Alors d'après son coach Kenny Atkinson, c'est un excellent défenseur. Bon, l'histoire de James Harden en playoff. Pour moi c'est une bonne défense, hein. Ouais, mais le problème, c'est que tu prends le panier. Ah oui, c'est le deuxième panier. Troisième panier. On y retourne. Là, ça switch sans même se poser la question. Allez, je dribble. C'est qui en face? Jalen Brunson, All-NBA First Team. Un gars qui a des voix pour le MVP dans le 1 contre 1, c'est sa spécialité. C'est interdit. Mais c'est interdit de le laisser tout seul, en fait. D'accord, mais peut-être c'est interdit. Mais là, sur le tir d'avant, on peut blâmer James Harden, non? Mais c'est pas une question de blâmer James Harden. Parce que tout le monde lui a chié dessus. Mais moi, je pense que notre sport est fait à un moment donné de, un tir dans la tête, 2 tirs dans la tête, là, 3e tir dans la tête. Là, on va sur le 4e tir dans la tête. Gros, tu fais un plaquage, là, tu l'attrapes, tu fais faute, et tu dis, bon, bah, on s'arrête, on prend un temps mort, et on change notre défense. Steph, parce qu'il y a que des beaux tirs, t'as raison sur le principe, hein. Bon, Steph, moi je reste persuadé que t'as les armes pour envoyer quelqu'un d'autre que James Harden. Ah oui, d'accord, t'as les armes, sauf que le problème c'est que le play, James Harden, il vient de faire un écran directement avec lui. Alors le switch est trop facile parce qu'ils attendent pas qu'il y ait la pause d'écran, donc le switch est trop facile. Mais après, à un moment donné, quand t'as pris, moi James Harden, je veux pas le blâmer là-dessus. Tu lui mets en 1 contre 1 où il y a personne autour face à Jalen Brunson qui est un des meilleurs scoreurs de la ligue. Mais ce qui est fou sur l'1 contre 1, c'est que des fois quand c'était pas Harden directement, ils faisaient pick and roll, ils switchaient automatiquement. Comment tu passes une série face aux Pistons où tu mets Dean Wade, tu mets Max Strus qui font un taf incroyable. Tu commences le match avec Max Strus et Dean Wade qui font un bon boulot sur Brunson et tu finis sur James Harden. T'as raison, sa défense elle est pas cata. Après en prolongation les 2 premières défenses. Mais déjà tout le match dans l'attitude défensivement, je trouve pas si honteux que ça. T'as raison. Sauf qu'il est en bugne à bugne et que l'autre est trop fort dans la zone et que Kenny Atkinson a pas su s'adapter à faire ils le font après, ils font décrocher un mec pour faire lâcher la balle. Ils prennent des 3 points de Michael Bridges et compagnie. Mais je suis d'accord qu'ils le font un peu trop tard là justement. Mais moi je veux pas mettre la responsabilité entière sur le barbu en fait. Moi je vais pas sur la responsabilité entière. Ça reste un sport de duel. Il est en défense. Il prend 5 paniers d'affilée. Ça, c'est le constat pur. Donc, on peut quand même dire qu'il a mal défendu, même si, quand tu regardes un par un, c'est vrai que peut-être, etc. Moi, mon souci, c'est qu'à un moment donné, il a été abandonné par tout le monde. Abandonné par ses coéquipiers. Il y a pas de prise à 2. Il y a pas un mec, tu disais Dean Wade, ou n'importe qui d'autre, Max Strus, qui disent, bon, vas-y, ça va être mon défi. Ou Donovan Mitchell, n'hésite pas, Ouais, mais qui tu veux, en fait. On est tous. Et puis, Kenny Atkinson, qui l'a laissé à l'abandon. On va prendre la déclat de Kenny Atkinson, donc, sur l'idée de sortir James Harden. Non, il a été un de nos meilleurs défenseurs durant ces playoffs. Je lui fais confiance parce qu'il est intelligent et qu'il a de bonnes mains. Je n'y ai pas pensé.
Bah, enfin. En fait, et puis il y a un truc Quand tu aussi. dis je n'y ai pas pensé, c'est que j'ai pas pensé à faire un ajustement, non? Ouais. Oui, après temps aussi, il y avait un truc comme ça. Bref, écoute, moi je pense qu'il y a aussi une réalité, c'est que des fois tu peux bien défendre, mais le mec en face de toi, il est dans ta tête, Il est en feu. il est dans le rythme. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Change de défenseur pour sortir l'attaquant de son confort. Et en fait, ce que je vois sur Jalen Brunson, c'est que James Harden, même s'il tient à peu près les duels, l'autre, il sait très bien qu'au bout de 2 paniers, il peut le jouer 10 fois, il va marquer 9 fois parce que il est dans son rythme. Change. Mets un mec qui va l'agresser plus. Mets un mec plus grand. Mais change de fais une zone, fais une fais ce que zone. tu veux, ouais, Non, et je c'est m'en ça fous. que je trouve terrible. Ouais. Alors oui, on est tombé sur James Harden parce que quelque part, on sait que dans le match, il n'a pas une super attitude défensive non plus. Et c'est même si c'est pas sur Brunson. Mais là, quelque part, il a perdu son duel parce que le mec est plus fort que lui en face, pas parce qu'il veut pas défendre. Bah, mais change. Et c'est ça, moi, que je trouve ça assez terrible. Après, là où je rejoins Thomas, c'est que tu prends 1, 2, 3, 4 paniers, fais une faute, fais un truc. voilà. Mec, on est en playoff. On vient de parler d'une série où les mecs s'envoient du bois et c'est limite et tout. Là, n'hésite pas, frère, à envoyer du bois. On aurait dit un match de saison régulière, en tout Voilà. cas, cette défense, c'est un peu dommage. Après, en prolongation, je crois qu'il essaie de s'ajuster, il switch plus. James Harden est dans l'aide et il vient décrocher pour défendre sur Brunson. Ils prennent des énormes ils prennent flushs. 2-3 tirs à 3 points parce que cette équipe de Knicks, mine de rien, ils jouaient quasiment fer à cheval avec Brunson, avec Bridges, avec OG Anunoby. Ils étaient avec même en Shamet. flat. Ils étaient vraiment en flat. Donc, Genre t'as que- vraiment tout le monde donc, loin Donc là-bas. t'as que les tireurs à 3 points, Ouais, donc ouais. si tu décroches, Bien sûr, mais- ils ont été punis. Après, enfin, on a tous joué au basket, tous, enfin, toi surtout, Stephen, au bout d'un moment, je pense que la réaction dans le match des joueurs et du coach, est trop tardive. mais c'est primordial. T'as plus 22. Comment tu perds ce Comment- match, en fait? Et Plus 22, les mecs, à 7 minutes. Non, mais attendez. Kenny Atkinson qui n'arrite pas le match, Ah qui ouais. prend pas de temps Sur la mort. balle de match. Il leur reste Il- quatre Mais même temps mort. avant, Ils ont avant. regarde, Ah, merci, ça, j'adore bravo. ça, on l'adore. Bravo, Ayman. Ça, c'est donc le tab des probabilités de victoire. Donc, ça, c'est comme Opta Non, Bouvier, non, oui, Opta d'accord. Bouvier, PSG Mais Barça. à un moment donné, se qualifier. quand tu mènes de 22 points et que Dans le t'encaisses, dernier quart. un 18-1, arrête le match. Oh, mais sans dire que tu vas réinventer le monde sur ta tablette, ne serait-ce Momentum. que pour casser le rythme. Mais en fait, il arrête le match à 18-1. Mais c'est trop tard. Exactement. C'est-à-dire que tous les coachs, quand il y a un début de momentum, 8-0, mais vraiment un 12-0. embryon, mais même avant, il y a 3 défenses, tu prends 3 paniers, temps mort, venez ici, on change. Voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin d'attendre 11-0, que le Garden commence à s'énerver. Tu changes pas, tu fais un temps mort. Tu fais temps mort, les gars, c'est pas sérieux. James, frérot, vas-y, réveille-toi un peu. Surtout que il y avait, dans le momentum, cette salle est particulièrement exceptionnelle. Elle était endormie dans le 3e quart, tout le monde est là, alors, ils étaient à la buvette. C'est voilà, on est vraiment en train de prendre la sauce, c'est terrible. Et ils ont appuyé sur le bouton grâce à Jalen Brunson, où en fait, il y a une espèce de truc survolté qui est arrivé, et tu le sens vite, en fait, qu'ils vont revenir. Je sais pas si vous avez fait ça, mais en tout cas, tu sens qu'ils vont revenir. Bon, j'avais le résultat en même temps. Partez de loin quand même, hein. Ouais, mais ça va, en fait, ça va vite, là. Ça va super vite. Regarde Ah, mais gros. l'écart qu'ils prennent entre la fin du 4e quart-temps et la prolongation, 44-11. Et honnêtement, et moi, dans ce moment-là, on a parlé de James Harden. Je veux qu'on parle de Donovan Mitchell. Moi, je veux qu'on parle de Donovan Mitchell. Tu dis qu'il fait un très bon match jusqu'à 7 minutes 40 de la fin. Tu l'aimes pas, Donovan Mitchell? Hein? Tu l'aimes pas, Donovan Mitchell? Je suis pas son plus grand fan. Être en finale de conf, c'est pas suffisant encore pour lui. Je suis pas un grand fan, mais en tout cas, dans les attentes et dans les qualités qu'il a, j'attends un petit peu plus de lui. Et notamment, quand son équipe galère comme ça, moi, ce que je reproche à Donovan Mitchell, je le dis, c'est que qui gagne, qui soit bon, il a toujours la même attitude. Que son équipe soit dans la merde ou pas, il a toujours la même attitude. Je sais pas si c'est bien. Pour un coach, moi, je trouve c'est bien d'avoir un joueur qui soit pas ni trop haut, D'accord. ni trop bas. Donc en fait, tu sais que quand tu as besoin d'un supplément d'âme parce que ton équipe est vraiment dans la merde, mais il l'aura pas parce qu'il fait toujours pareil. Sauf que sur la fin de match où moi j'aurais voulu voir le ballon en main. Il a donné à James Harden la balle. Ouais, faut James Harden aussi la prise aussi souvent pour lui. Le ballon est dans les mains de Donovan Mitchell, il lui donne la balle. Oui, c'était un choix de l'équipe. C'est un choix, mais qui a fonctionné sur le je sais plus quel match contre les Pistons où c'est James Harden qui joue 8 isolations à la fin et qui gagne le match. Le match 3 contre Détroit. Et qui fait gagner. Donc peut-être que ça c'est C'est ma théorie, tu vois, on en parlait hier. Moi, je pense que parce que flashback qui revient et qui dit c'est James Harden le joueur d'isolation. On se dit toujours mais pourquoi c'est pas la star le machin. Moi je pense que je parlais hier d'analytics, je pense que les Cavs ils savent très bien que le meilleur joueur de un contre 1 de cette équipe et on est dans les grands moments de playoff, c'est James Harden. Parce que James Harden, pour provoquer une faute, pour mettre un tir, pour faire une passe D, et là Sam Merrill, franchement il met le tir, c'est pareil quelque part, tu vois, il fait une gamelle de ouf. Donovan Mitchell le sait, tout le monde le sait, tout le monde a confiance en James Harden. Je pense que collectivement, c'est pas mal joué non plus. Là tu me parles du dernier tir, et honnêtement c'est une bonne action, c'est un bon tir pour un bon shooter qui fait une gamelle, le pauvre, et alors c'est un tir magnifique. Juste après Chamette en plus. Il mérite pas. Oui. Il mérite pas, ça marche. Il mérite pas. Mais c'est moi que je lui reproche à mais je sais pas, son équipe, à un moment donné, encaisse, on le voit, un 44-11. Est-ce qu'à un moment donné, imagine, ça arrive à LeBron.
Il se fait démolir. Ouais, mais il n'est pas Imagine, deux ça points, il est arrive pas à deux n'importe quel superstar de la ligue. On va lui tomber dessus. Donovan Mitchell, on va se contenter d'une superstar qu'il est, il fait un très bon match jusqu'à 7 minutes 49 de la fin. Et après, son équipe prend un run et on va pas se retourner vers la star. Quand tu coules, tu coules. Hein. Voilà. C'est compliqué. Après, on peut C'est pas le mauvais choix. Après, sur les Cavs, on peut leur reprocher leur indigence sur lancer franc, mec. Ils vont sur la ligne. Evan Mobley. Jarrett Allen, Il fait 1 sur 2. Mobley fait 0-2. Harden, il lâche des lancers aussi. Je regardais mon petit Vince Colette, là, Vincent Collet, qui est derrière le banc. Oui. Mec, il y croyait pas ses yeux, Vincent Collet. À deux doigts pour la plaquette, à un moment, Vincent, pour dessiner un play. Mais comme dans tous les moments historiques, il faut bien qu'il y ait une équipe qui se chie dessus. Oui. Bah oui, mais c'est Oui, ça. mais faut bien qu'on a En plus, ils se chient dessus. Mais ils veulent le gagner encore, Ils le veulent le match. gagner. Mobley te met un tir à 3 points. ouais. Celui-là, il fait vraiment du Ah bien. ouais. C'est belle bouffée d'oxygène. Je me dis qu'ils vont gagner Ils étaient encore. avec la paille comme ça. L'autre, il met un tir à 3 points. Bah, finalement, ils vont y aller. Mais finalement, ils y vont pas. Ils y vont Mais oui. pas. Par contre, là où je te rejoins complètement, Erwan, et tu l'as dit hier dans Clutch, ce n'est pas un hasard si cette équipe des Cavs se fait rattraper comme ça de 22 points. C'est pas un hasard. Ça, je suis entièrement d'accord parce que c'est James Harden, choker, Donovan Mitchell, qui est magnifique en playoff, mais qui a aussi choqué de temps en temps dans sa carrière. Ce n'est pas un hasard que ça leur arrive à eux, à qui on reproche souvent d'être soft, et pour qui on commençait à avoir de la pression, de l'affection dans ces playoffs. C'est une équipe, c'est des gentils, mec. Enfin, je veux dire, ça manque un peu de caractère. Evan Mobley, mec. Ouais, il est gentil comme tout, Evan Mobley. Il va faire deux dribbles. Jarrett Allen, il est pas Il prend gentil. 2 coups comme ça, il repart, ok. Et Jarrett Allen, c'est un Jarrett gentil Allen, c'est le garçon. seul mec en playoff qui fait tomber des mecs. Oui. Mais c'est vrai. C'est une équipe de Bah, gentils des garçons. gentils, des Par gentils. contre, quand les deux sont bons, et on l'a vu d'ailleurs dans le grand run qu'ils font, qui les amène à plus 22, quand Mobley et Allen sont agressifs sur le rebond offensif et quand ils mettent des points les deux, c'est une vraie galère à contrôler. Du coup, mais moi, je reste persuadé que quand t'es deux stars leaders, et on parle de body language encore une fois, quand je vois Stephen Castle, quand je vois Victor, quand je vois Caruso, quand je vois Shea, Oui, quand je vois des choses. Lou Dort, eux, ils ont pas ça. C'est des ultra talentueux, des top 15 de la ligue. Mais putain, ils ont ce truc de facile, d'élégant, de je me regarde. Et ça, en fait, en playoff, ça marche pas. Mais tu le sais, Steph, non? Est-ce que t'es d'accord avec ça? Oui, ils ont gagné un match 7 quand même à Détroit pour aller en finale de conf. Donc ça veut dire qu'ils ont des trucs quand même. Ils ont un peu de caractère, ils ont un peu de. C'est pas parce qu'ils le retranscrivent pas comme toi t'aimerais bien voir avec la gestuelle et compagnie que c'est pas. Ils n'ont pas. Tu te doutes bien que c'est pas ce seul match-là qui est ma Oui, référence. bien sûr. Je prends l'entièreté de leur carrière à ces mecs-là. James Harden a toujours été comme ça, mec. Oui. Mis à part dans sa carrière où il était on fire, il tournait comme ça la potion magique. Est-ce que t'as déjà vu James Harden exubérant? Non. Non. Et Il a surtout, à jamais 36 été. ans, il va pas changer, ça c'est Il est vrai. vrai, il a Et pas- Donovan Mitchell qui est un peu plus jeune du coup. Je sais Écoute, pas. on verra ce soir. Moi, je pense aussi que Ce soir, ils vont et prendre 25, c'est la par contre. beauté, Ce soir, ils vont prendre 25, je pense. Ah, tu penses que les Knicks vont les détruire? Je suis pas sûr. Hein. Franchement, c'est une trop bonne équipe pour prendre 25. Ouais, moi aussi, je pense. On va ouvrir d'ailleurs sur le match. 25, sur tu vas sur le match. comprendre. Non, mais il y aura pas de ils- money time alors. Voilà, c'est non, mais on est va d'accord, voir on est sur le d'accord. match 2, on va voir les cotes. Et du coup, Steph, toi, tu vois les Knicks donc s'imposer Ouais. une deuxième fois à domicile. On voit la cote à 1,42. Les Knicks sont favoris. Par au moins 10. Par au moins 10 points points. d'écart. Ouais. Tu penses qu'ils vont pas se Je pense remettre qu'ils vont pas Ils vont pas se remettre de Non, cette intéressant. espèce de Ah, fin de match c'est incroyable. Ils traumatisant, vont pas quoi. revenir, Thomas. T'es en Tu penses finale de quoi conf, t'es à plus 22. Je peux dire que les deux nuits ont dû être compliquées. Hein. Ça c'est clair. Puis hein. Atkinson a commencé. Bon, l'avantage d'être à New York, tu vas Tu au peux- steakhouse, après tu sors, et puis voilà, ça passe. hein. Non, moi je pense aussi que les Knicks vont gagner quand même. Ils sont allés chercher ce match. Je pense que ce sera quand même plus serré. En revanche, pas surpris s'il y a 2-2 après le match 4. Voilà. Personne va gagner à l'extérieur. Attention, les Knicks voyagent très bien en playoff. Hein. Watch out. Ouais, ouais. Et on Et peut dire, puis- on et peut les dire autres- Koji Anunoby est revenu aussi Ouais, côté ça, c'est Knicks. vrai. Ça change pas mal Il la m'a donne. accompagné en force là avec Ouais, sur mais l'épaule comme il ça. a eu il quelques premières minutes compliquées et en Oui. fait on a retrouvé tout ce qu'il fait, d'ailleurs le seul dans cette équipe-là capable de mettre à 3 points et bien gaillard pour aller à l'intérieur et défendre surtout sur Evan Mobley où il souffre un petit peu les Donovan Mitchell Mitchell Robinson et Karl Anthony Towns. Match 2 donc ce soir ça va être passionnant, on en parlera nous lundi dans la libre antenne. Tout à fait. Ça. Du coup, on a fait 3/4 d'heure pour rien, parce que ce soir, toutes les cartes sont rebattues. C'est ça qu'on adore dans les playoffs. On se régale. Mais oui, on adore. Rendez-vous lundi évidemment On adore. dans la libre antenne pour faire un point sur toutes les séries. Bah voilà, il restait que 2 séries, mais il nous reste des news à étudier. Donc c'est les news à étudier, à éluder ou je sais pas quoi. Enfin c'est les news quoi. On vous rappelle qu'à 18h sur la Wina TV, il y aura une tier list avec Thomas Dufan, Thomas Larocchi et Rémi Reverchon. On va prendre les 30 franchise players de cette saison et on va essayer de les classer. Bon courage, messieurs. Ouais, j'ai dû envoyer mes trucs. Il y a 2-3 gars là, ils vont prendre cher. y a les Browns quand même dans les 18. Bah alors, c'est Lucas.
C'est Luka, c'est un franchise player par équipe. Ok, tu vois. pardon. Donc évidemment, Michael Porter Jr. et Luka dans la même phrase, ou Victor, ou Donc, Shea, bon il courage. n'y a pas LeBron James, mais il y a Michael Porter Jr. Ouais, c'est beau l'NBA. Ouais, c'est incroyable. Allez, on va commencer avec la première news, puisque la fin de saison est officielle pour les Mavs, en tout cas sur le terrain, mais dans les bureaux, ça bosse. L'arrivée de Masai Ujiri, qui a tout de suite œuvré en coupant Jason Kidd. Steph, c'est ton équipe, les Mavs. Jason Kidd, après 5 ans, donc 5 saisons, a été coupé, donc du coup, des Mavs. Ouais, j'étais un peu surpris de la news. Je pensais que Jason Kidd et Masai Ujiri allaient... parce qu'il a quand même vécu des choses compliquées, Jason Kidd. Alors, est-ce qu'il était protagoniste ou pas de tout ce chantier-là sur les transferts et compagnie? Je sais pas. Peut-être je pense qu'il a plus subi qu'autre chose. Il se retrouve avec à jouer une saison. Kyrie est blessé, a ramené Cooper Flag et je pense qu'il a fait du bon travail avec Cooper Flag. Le fait d'entrée de jeu, de le faire jouer plusieurs postes, quitte à le mettre en difficulté individuellement, mais ce qu'a fait un peu aussi les Spurs avec Wembanyama sur la première saison, le faire découvrir un peu tout cet environnement sur un terrain NBA, je trouve que ça a été bénéfique pour Cooper Flag. On l'a vu sur la fin de saison quand il est repositionné sur son poste de prédilection. Écoute, moi j'ai envie de lui dire merci à Jason Kidd. Alors c'est pas le plus grand coach de l'histoire, il y a quand même une finale avec Luka à son actif, avec une équipe qui n'est pas non plus exceptionnelle, et il y avait eu des bons trades avec Gafford et notamment et PJ Washington. Écoute, je sais pas qui va faire venir Masai Ujiri, ça va être ça la clé, parce qu'il veut vraiment... Masai Ujiri était en conf encore hier en disant qu'il a beaucoup discuté avec Kyrie Irving, et Kyrie Irving a vraiment envie de jouer avec Cooper Flag, donc ça, on aura ce binôme-là l'année prochaine, et tant mieux. Maintenant, quel head coach pour pouvoir faire matcher tout ça? Je pense que Masai Ujiri a toujours eu des bonnes idées, je suis pas inquiet là-dessus, il y a quelques bons coachs sur le marché, écoute, à voir, mais j'ai envie de dire merci à Jason Kidd. Voilà, on dit merci à Jason Kidd. Voilà le chantier un petit peu des Mavs cette saison, trouver un nouveau coach. Ils ont donc le 9e choix de la draft, fin de contrat pour Chris Middleton, quid de Gafford, Washington et Klay Thompson, et la prolongation donc de Lively à gérer, Tom. Ouais, absolument, ça va être intéressant, et de toute manière, quand tu passes d'un cycle à un autre, on a quand même l'impression qu'il faut faire table rase du passé. Et Jason Kidd, même s'il avait signé 40 millions de dollars l'été dernier, et que donc la franchise doit envoyer la caillasse, ça semblait être le bon choix d'imaginer de repartir sur un nouveau cycle avec un nouveau coach, avec une colonne vertébrale de décision complètement remise à neuf, parce qu'il y a aussi le GM qui était là, intérimaire, qui saute lui aussi. Donc je suis comme toi, en fait, je suis plus excité qu'autre chose. Il va falloir qu'ils fassent les bons choix, mais d'un autre côté, il y a un mélange d'ambition et de développement de cette équipe. Donc les timelines, elles sont pas toujours parfaites. On verra si Cooper Flag, dès l'année prochaine, est capable de mener une équipe au moins au play-in. Je suis quand même très excité. Bon, on verra aussi la direction... quel coach mettra quelle direction pour cette équipe, tu vois. Typiquement, tu mets un coach défensif, c'est pas exactement la même chose qu'un gars qui a des idées en attaque. Donc voilà, on verra. Écoute, c'est passionnant. Avec décision à venir bientôt. Ça va bouger, ça a déjà bougé en tout cas du côté des Mavs. On enchaîne avec les All Rookie Team qui sont tombés, les amis. Et on va voir ça. On n'est pas content. Ben, on n'est pas content, évidemment. Cédric Howard, Vijay Edgecombe, Cooper Flag et Dylan Harper avec Con Knoppel sont dans la première All NBA Rookie Team. Et on va enchaîner avec les deuxièmes, où là on voit du Ace Bailey, qui avait pourtant commencé compliqué sa saison, Jeremiah Fears, Colin Murray-Boyles, Derek Quinn, il s'en sort bien lui, et Maxime Reynaud. Mais avant, on n'est pas content. Maxime n'est pas dans la première équipe. Maxime Reynaud à la place de Cédric Howard. Bien sûr. Il finit, c'est un pivot titulaire, il est magnifique. Et je suis d'autant pas content que il a le même nombre de points finalement que Derek Quinn. Non, mais attends, c'est un truc de fou. Ils ont pas vu la même saison. Derek Quinn qui a très bien débuté, mais qui a pas très bien fini. Qui a même été catastrophique sur la fin. Attends, c'est incroyable. Et on sait que Maxime Reynaud et Derek Quinn. Il y a un bif. C'est vrai. Pas un bif, mais en fait, quand Maxime nous l'explique dans l'interview, allez la voir, hein, c'est que Derek Quinn est drafté très haut par rapport à Maxime Reynaud, qui était annoncé un premier tour, finalement on se retrouve au deuxième tour, il dit mais moi ce mec là je le joue à la fac, je le détruisais à chaque fois, et tu connais ce petit truc de joueur un peu. Bien sûr. Donc non, écoute, moi je suis déçu pour Maxime, il méritait largement d'être dans la première équipe. Cédric Howard, on va pas lui tirer dessus, c'est juste qu'on l'a pas vu, enfin on l'a beaucoup moins vu dans la deuxième partie de saison avec Memphis, alors que Maxime lui était magnifique. Donc voilà, écoute, bon, après c'est pas très grave, hein, on verra déjà si Maxime l'année prochaine a les mêmes responsabilités le retour de Sabonis, si Sabonis rejoue, à voir si Maxime va pouvoir s'éclater comme il s'est éclaté cette saison déjà. Est-ce qu'on le verra cet été, Steph? Maxime Reynaud, I think so. Voilà, et il y a moyen qu'il joue contre la Serbie 2 fois, puisque c'est la news qui est tombée cette semaine, c'est qu'il y aura un double France-Serbie cet été. Jokic surtout. Hein? La vraie question, c'est est-ce qu'on verra Jokic surtout? Frère, laisse-moi tranquille, laisse-moi avec mes Français. Donc voilà, il y aura donc 2 France-Serbie, donc notamment un en France le 23 août, et l'autre, ce sera à Belgrade. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Comme étant Orléans, le match en France. Tout à fait, ça va être cool dans une magnifique salle, la plus belle salle de Pro B. Donc on a 3 rendez-vous de l'équipe de France. Début juillet,
début août et fin août. Je crois que c'est ça. Regardez sur là, les Ah qualifications. bah super, pour la voilà. Coupe du Monde. Oh, Belgique-France. non, c'est tout fin août. Hein. Belgique-France, celui-là, il va valoir son pesant de cacahuètes. Oui, Le Belgique-France, on rappelle que la Belgique est coachée par Julien Maé, le coach de Nanterre. Le 6 juillet, France-Finlande, on a une vraie revanche à prendre contre les Finlandais, je vous le dis direct. Le 20-23 août, donc 2 matchs amicaux face à la Serbie. 27 août, adversaire à déterminer. C'est une bonne équipe, adversaire à déterminer. Ils jouent très bien au basket, hein, je vous le dis tout de suite. Ils sont bien coachés, adversaire à déterminer. Je sais pas si t'as déjà joué contre eux. Ouais, ce sera la Slovénie, soit la République tchèque. Très bien. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Pourquoi tu dis qu'il va falloir son pesant de cacahuètes le match en Belgique? Non, parce que Il y a une petite entre cousins, tu veux dire, entre frérots. toujours pareil, là, on joue contre les Belges, le Sum belge, tout ça. D'ailleurs, Offen sort. Enfin, ils ont sur pas le d'équipe, Sum des Belges. Mitchell, si jamais. Mais non, mais je dis ça parce que qu'on risque de leur rouler dessus. Voilà. En tout cas, il a pas envie de vendre les matchs. On n'allait pas vendre les matchs. Je pense que ça va être nul. Les places pour la comète, pour le match contre la Serbie, je crois, doivent sortir aujourd'hui. Comète en Léon. Précipitez-vous, les amis. Hein. Parce que là, C'est la seule il y aura fenêtre. sûrement Victor. C'est la seule fenêtre. Alors, où il y aura attends. Victor. Ouais. Cet été, on aura donc tout ce beau programme de l'équipe de France avec notamment donc un France-Serbie le 23 août à Orléans. Et qu'est-ce qu'on aura en janvier prochain à Paris? Un nouveau match NBA. Spurs Puisque les Pelicans. Spurs reviennent à Paris, putain de merde. C'est génial. Les Spurs face aux Pelicans, Zion face à Victor. Mais qu'est-ce qu'on kiffe ce putain de métier. Donc il y aura quand même un match le 17 janvier à Manchester pour cette belle ville et grande ville de basket. Et puis, On ira à Manchester ou pas? mais pourquoi pas? Je suis jamais allé à Bah, Manchester. moi non plus. Il paraît qu'il y a une rue des bars et sinon il n'y a rien. Il fait froid aussi. Hein. Regarde-moi dans les yeux, On va Seb. budgétiser le. Tu veux aller à Ouais, Manchester on va budgétiser le voyage. Tu veux aller à Manchester? Ouais, pourquoi pas. Je vais t'emmener à Manchester. Le problème, c'est que c'est en août, donc ça n'a rien à voir. Chambre commune, on dort sans pyjama. Non, mais je vais pas alors. Chambre twin ou même lit J'y vais pas alors. Queen Tu vas size. pas? Bon, écoute, si je gagne, Derrick Queen size. on va faire un truc. Je t'emmène. Si je gagne le quiz, on prend chambre ensemble. Si tu gagnes le quiz, on prend chambre séparée. J'espère que tu vas perdre. Hein, Bah, t'es fou, j'ai déjà fait une nuit avec lui à Londres à l'époque. Oh, un cauchemar. J'ai des vidéos d'ailleurs dans le téléphone. il y a encore les murs qui tremblent là-bas. Donc ce pari n'a évidemment aucune valeur, mais par contre le quiz, lui, il a de la valeur. C'est le quiz présenté par Aymen. On y est, messieurs, avant-dernier quiz de la saison. Et vous en avez l'habitude, fin mai, Tom part en vacances à Londres pour la 5e fois de l'année de sa vie. Madame Tussaud, j'ai une revanche à prendre, messieurs. Belle prise de parole en tout cas. Bravo, mon grand. bravo. Je vous remercie. Vous allez bien? On va Ouais, très, très impeccable. bien. T'es régalé? Belle voix, beau physique, bravo. T'es régalé dans l'émission en régie? Gros, Est-ce déjà, qu'on a été bon? le Thunder gagne, donc déjà je me régale. Oh, c'est vrai. Et en plus, il y a un début On de rappelle qualité. Aymen. qu'Aymen est fan du Thunder. Jimmy Mitchell. Ah ouais. Le même flot sur le terrain aussi. Hein. Coché. Kylian Hayes, il paraît, ça. Toi sa petite ressemblance. Non, AJ Mitchell. Ah oui. ouais. Parce que toi, je me disais merde. Il est bourré ou quoi? Allez, Messieurs, j'ai une petite énumération. Depuis 20 ans, il y a eu 5 Coupes du Monde de basket. Et j'ai devant moi tous les 5 majeurs du tournoi. Wow. ça c'est pour mon step, ça. Donc il y en a 25. Attends, de quoi? De l'équipe de France, on parle? Non, le 5 majeurs du tournoi. Ah, 5 majeurs du tournoi. Ok, j'ai Donc compris. j'ai 25 joueurs devant moi, j'attends un clean sheet. Attends, et les 5 dernières, c'est de quand à quand? Tu t'as la Donc, première? la première, c'est 2006. D'accord, de 2006 à maintenant. Ok, à vas-y, 2023, Stephen. la dernière. Allez. Hein? Les 5 majeurs moi des Coupes du Monde. 2006. Tu veux que je commence? Tu veux que je commence? Hein? Tu veux que je commence? Non, je vais y aller, mon gars, calme-toi. Bogdan Bogdanovic. Bogdan Bogdanovic, tout à fait. Dirk Nowitzki. C'est à moi, c'est à moi. Denis Schroeder. Dennis Schroeder, oui. Dirk Je te le Nowitzki. laisse. Dirk Nowitzki, déjà une erreur, Erwan. Hein, j'ai Oh l'impression. non, 2006 c'est trop tard. Oh, je suis une merde. J'ai pas Dirk Nowitzki. Bon, vas-y, je vais On reprendre quand donne même. une Vas-y. bavure. Allez, bah, Vas-y. vous êtes bien Sur bravo. un premier Kevin round, je te Durant. l'accorde. Mais si, 2010, forcément. 2010, il est 2010, il est MVP. Je l'ai, tout à fait, Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, là. J'ai des petits suspens. Bon, il n'y a que des restas, les gars. C'est à moi? Tout à fait. Tout à fait. Je vais quand même aller sur Mani, c'est là où on était. Bah donc, oui. de Bogdanovic, Schroeder. Denis Schroeder, Mhm. Oh. Denis Schroeder, Franz Wagner. J'ai pas français. Allez, une bavure. c'est Des Américains, des Je m'en bats les Canadiens. couilles, c'est un quiz de merde. Oh non, arrête. Non, arrête. C'est du basket FIBA pour toi et basket. tout? Bah, vas-y, enchaîne. Allez. Oh là là. J'enchaîne, on tout seul, se la vas-y. donne. Pogazol, non mais vas-y, il y a des restas. ok, Vas-y, ouais, merci, des merci restas, pour mec. les Ah, ils sont pas bons, nos gars. Bah ouais. Nico Batum. En Espagne. Nico Batum, Mais tout à fait, 2014. À toi. Emric Jano. Oh là là. Mais quel Moi, j'ai bon, vas-y. Kyrie Irving, Kenneth Farid, tout ça là, vas-y, Ouais, laisse tomber. ouais, Laisse bah, tomber, non, il a pas envie de jouer, il a pas envie Moi, de j'avais jouer. envie de jouer, moi. Oh, on joue tous les deux alors? Oui. Ok, bon, Kyrie Irving. Kyrie Irving, je l'ai. Regarde, non, c'est pas, c'est un truc. Ginobili. 2006 là. Je sais. Je réfléchis. Putain, Tipeee, il a jamais fait une bonne Coupe du Monde où il a jamais joué même. Non. Euh, Pas plus récent, Juan. Attends, laisse-moi réfléchir. Putain, je suis pas bon comme ça. Ah,
Shea Gilgeous-Alexander. Shea, Bah tout ouais. à fait. Evan Fournier, 2023. 2019. Evan Fournier, 2019. Ricky Rubio. Ricky Ouais, Rubio, bien 2019. Qui on n'a pas dit Anthony Edwards, 2023. Tony Edwards, Il y est. tout à fait. Dylan Brooks. Il fait une Coupe du Monde allez, énorme, je allez, me trompe, allez, ouais, je l'ai allez, tenté, allez, j'étais allez, Ouais, con. je le prends. Vas-y, envoie les blazes un peu, ça m'intéresse. J'ai quoi? J'ai Luka Kenneth Farid, Doncic. Luka. Ah, Kenneth Luka, Farid, j'ai bah oui. Teodosic, j'ai Luis Scola, Bien sûr. Il y a que des stars. j'ai Turkoglu, j'ai Ginobili que t'avais mentionné. Qu'est-ce qui- ça, qu'est-ce je l'avais. qui- J'ai Melo en 2006. Qu'est-ce qui t'a déplu dans ce truc? Il Je serait sais bien. pas, moi j'étais parti sur le basket. Bref, allez, qui suis-je? Allez, qui suis-je Oh, Qui suis-je, messieurs? Est-ce qu'on a un point score vite fait, Jérém? Bon, je suis à la traîne, hein. Je crois que je suis à -5 maintenant, non? Moins 4. -4 toujours, ok. On sauve Ouais. les meubles quand même avant la fin de Bah, saison. il serait bien d'en gagner au moins un, ouais. Très bien. Allez. Alors rentrons là-dedans. Je suis né le 15 octobre 1993 dans l'Illinois. J'ai donc aujourd'hui 32 ans et basketteur est encore mon métier. Avant d'intégrer la NBA, je fais 4 ans dans 2 différentes facs. Et en vrai, même si je vous donnais les facs, vous ne sauriez pas qui je suis tant les facs sont minables. Mhm. Bref, j'intègre la NBA en 2015 en étant drafté par les Sixers en début de second tour. J'y resterai jusqu'en 2018 et j'y passerai ces 3 saisons en étant backup à mon poste. Après une première saison compliquée, où je joue 13 minutes en moyenne sur 50 matchs, je tourne à 5 points de moyenne dans cette équipe des Sixers qui n'en prend pas beaucoup. Qui prend pas beaucoup de victoires, j'en ai 10 sur la saison. Wow. La deuxième année, mon rôle et mes responsabilités augmentent en tant que 3e pivot. Je suis trade aux Suns contre du cash après l'émergence de Joel Embiid qui évidemment me chasse. J'y passe une saison où je confirme et j'épure mon jeu pour y devenir un bon intérieur de banc dans la ligue. Mais je préfère signer ailleurs parce que j'ai une opportunité d'être titulaire et ça se passe aux Kings. J'y claque mes meilleures saisons, toutes catégories confondues, dont mon record au point. Richard Holmes. Richard Holmes. Oui! Oh, fort. Oh, Bravo, ça fait Thomas. du bien! Bravo Thomas. Ah, je suis heureux! Bravo. Ça fait quoi Vous savez que ça fait 10 secondes que je l'ai, je le dis Bravo. pas parce que je suis stressé. Rashon Oh Holmes. là là. Fort, fort, fort. Steph. C'est fin d'émission. Adibou, il est terrible là. L'autre, il a rigolé pendant. Il a été bonne humeur, sympa, partageur. Oui, partageur. Le gars, il a eu le quiz, gros, il a envie de déclencher une bagarre générale. Alors c'était un quiz C'est- pour toi en plus. Mais Tom lui manque, je pense. Ah, c'est à cause de Tom. Oui, Richard Holmes. Mais qu'est-ce que t'as? Qui joue maintenant? Oh, Pana. Pana. Non, il s'est fait Il s'est virer. fait couper. Ah. Il s'est fait Oh couper. là là! Mais il doit jouer à Porto Rico, j'en sais rien moi. Bon, merci Non, en tout cas. Il joue avec Sherlock. Sherlock Holmes. Ça marche à évidemment. Londres, j'imagine. Bravo, Scotland Yard. À Manchester, c'est- pour le match des Spurs contre les Pelicans. On saura d'ailleurs. J'espère. On se retrouve lundi pour la libre antenne. Ça sera l'avant-dernière libre antenne. Et la semaine prochaine, jeudi prochain, ça sera donc le dernier First des Tout shows. à fait. Donc soyez bien avec nous et on va se régaler. Passez un bon week-end. Regardez évidemment les playoffs. Rendez-vous lundi pour le Big Monday. Merci Imen. Bravo. Bravo, c'est les gars. Imen, c'était super, excellent. Imen, On veut une revanche. Revanche tu as eu. Ouais. Revanche tu as pris. Bravo, Bravo continue. et n'écoute pas ce très mauvais Stephen Brun. Bisous à tous. Ciao, ciao.